Madame, Monsieur, bonsoir. Les services de police du Cameroun interpellés par la modernité, cela se passait jeudi à Yaoundé, dans le cadre d'un séminaire de perfectionnement des cadres supérieurs en police technique et scientifique. Une initiative d'une structure à laquelle on s'habitue depuis peu dans la capitale, le cabinet central d'études, de recherche et d'investigation, le CCERI, en collaboration avec le service français de coopération internationale de police. Cette initiative a quelque chose d'atypique, en ceci qu'elle consacre l'intrusion du privé dans une sphère, celle de la police, qui jusque-là semblait réservée au service public. Monsieur Bonaventure Benenkouma, directeur général du cabinet central d'études, de recherche et d'investigation, est sur le plateau d'actualité de ce soir pour expliquer cette initiative qui semble appelée à soulever la controverse. Bonsoir, monsieur le directeur général. Merci beaucoup, bonsoir Alain. Alors, ma première question est simple. Qu'est-ce que vous venez faire sur les plates-bandes de la police? Je ne viens pas du tout faire grand-chose. J'apporte une toute petite, modeste contribution de la société civile à l'édification d'une nation saine, c'est-à-dire sans crime, ou tout au moins pour contribuer à la réduction au maximum de la criminalité dans notre pays. Est-ce que la société civile a vocation à travailler avec la police? Je dirais Alain... Est-ce que le domaine n'est pas trop technique pour la société civile? Oui, je dirais sans prétention aucune. Au vu de la mondialisation et de la globalisation des économies mondiales ce jour, cela nécessite, pour qu'on puisse mener à bien différentes opérations socio-économiques, l'implication, et ce de davantage encore, de la société civile dans tous ses compartiments inhérents à la gestion de la chose étatique. Puisque si l'on n'est pas impliqué, nous qui sommes par ailleurs ceux-là qui donnent l'impression d'être des victimes résignées, et de l'autre côté, nous sommes des viviers, des recruteurs gangsters, nous devons en être mêlés pour permettre à l'État de mener à bien ses missions. Et en passant, Alain, ce n'est pas le contribuable qui achète l'équipement, qui paye les salaires, qui habille les officiers de police judiciaire. Cela justifie votre intrusion? Ce n'est pas une intrusion. Je parle, il s'agit plutôt d'une contribution. Et prenez l'exemple des services de police d'un pays sans publicité, comme la France. Si vous rentrez dans le laboratoire de police scientifique français, vous constaterez qu'à plus de 60%, le personnel est civil. Et c'est des génies en ingénierie dans tel domaine, des génies en ingénierie dans tel autre domaine. Et vous avez là des hommes en tenue qui occupent certaines fonctions. Est-ce que cette comparaison est possible? Est-ce que ça m'amène à vous demander comment la police camerounaise vous accueille, vous qui êtes un étranger? Mais, je vous dirais, Alain, la police ne peut pas, outre mesure, passer les instructions, du caractère qui singularise le Cameroun. Je vais nommer son Excellence, M. Paul Biya. Vous voulez qu'on bâtisse une nation saine en excluant des valeurs qui peuvent apporter leur contribution à l'édification de cette nation saine-là. Et en plus, il s'agit par ailleurs de préparer une mutation. Et cette mutation-là, le chef de l'État de cette République, son Excellence Paul Biya, veut que cette mutation s'opère d'une manière saine. Et c'est de ça qu'il est question. J'en appelle ici à toutes les bonnes volontés. Il faut qu'on le sache. Chacun à sa manière et dans son domaine devrait apporter. Est-ce que vous avez identifié les besoins de la police, en termes de collaboration avec la société civile, avec la population, pour vous engager dans ce créneau? Je n'aime pas faire dans la prétention, M. Alain. Et s'il est vrai que j'ai fait tous les services centraux de la Sûreté nationale comme stagiaire depuis 1989 et que je collabore proprement avec, jusqu'à ce jour, en tant qu'auxiliaire assermenté de la justice, j'ai dit sans prétention aucune, les problèmes, les lacunes, il y en a. Mais quelle est l'œuvre humaine qui est parfaite? C'est laquelle? Et il est établi, à votre avis, que ce que vous apportez, la police camerounaise ne l'avait pas jusqu'à présent? Si quelqu'un, non pas qu'il ne l'avait pas,
Non pas qu'il ne l'avait pas. La police nationale, tout comme la gendarmerie, puisqu'il s'agit des polices. Il est arrivé que j'attire l'attention des uns des autres, déjà par ailleurs, avant de revenir, de répondre à votre interrogation, hein, M. Alain, c'est de savoir que veut dire le mot, étymologiquement, que veut dire police? Que veut dire policier? Que veut dire les polices? Alors, le mot police et le policier même maintenant, c'est qui? Le policier, je vais prendre le dernier, le policier c'est une arme. C'est cet investigateur chevronné dans lequel plusieurs sciences, plusieurs arts se confondent en termes de valeur intrinsèque. C'est celui-là qui est à la fois investigateur dans le domaine des finances, investigateur dans le domaine électronique, capable de procéder à des investigations dans le domaine informatique et par ailleurs, qui maîtrise des expertises. Et c'est ça, cette arme-là, qu'est le vrai policier. Et aujourd'hui, le policier camerounais, qui est suffisamment policier, veut devenir et a décidé de devenir une arme, histoire de s'arrimer à la mutation internationale. Et c'est vous qui allez opérer la transition? Je ne suis pas celui-là qui opère des transitions. Il ne s'agit pas d'opérer une transition. La transition est opérée par les volontés et la volonté étatique, incarnée par le chef de l'État, à travers les personnes dont il a placé en eux sa confiance et qui sont appelées à gérer ces entités. Alors, est-ce qu'il n'existe pas un risque de faire doublon entre la police traditionnelle et vous, ou même carrément, est-ce qu'il n'y a pas un risque que vous concurrenciez demain la police traditionnelle? Vous voulez faire allusion à une espèce de bicéphalisme, si je peux m'exprimer. On s'est bien compris. Mais non, aucunement pas. Je ne serai pas celui-là qui dit ceci et par ailleurs le balai du revers de la main. Je n'ai jamais dit que le policier camerounais n'est pas suffisamment formé. Mais maintenant, il s'arrime à la nouvelle donne, M. Alain. Et ici, la contribution de la société civile à travers cette structure, c'est quoi? C'est le fait d'avoir fait le tour dans la maison. J'ai constaté quelques petites lacunes, non pas du fait du manque de bonne volonté de ceux qui sont appelés à jouer ce rôle, mais tout simplement, à la limite, le problème de moyens. Et alors, puis, il faut qu'il y ait de l'expertise. Je ne serais jamais revenu dans ce pays, le Cameroun ne disposerait pas d'un expert en criminalistique. Alors, au cours du séminaire que vous venez d'organiser à Yaoundé, vous avez évoqué non seulement la police scientifique et la criminalistique, mais vous avez parlé d'un certain type d'actions que vous pourriez mener, notamment des filatures, des écoutes téléphoniques, des enquêtes matrimoniales. Est-ce que tout ceci ne recèle pas des risques de dérive, n'est-ce pas? Est-ce que vous ne vous apprêtez pas à violer la vie privée des gens? Je ne suis pas ici personnellement pour défendre son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de la Justice, qui ont bien voulu doter le Cameroun d'un code de procédure criminelle, c'est-à-dire code de procédure pénale, qui énumère ces détails-là succinctement en son sein. Mais cela voudrait tout simplement dire quoi? S'il n'y a point de justice dans un pays, si l'État n'a pas la possibilité de protéger les citoyens, c'est-à-dire les citoyens paisibles, ben, nous ne pouvons pas vivre en paix. Et par ailleurs, si on pratique une écoute téléphonique, on ne peut la pratiquer que sur ordonnance du juge instructeur. On ne va pas se lever et on pique le numéro de téléphone de quelqu'un, on se câble là-dessus. Vous, un privé, est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'un privé a la possibilité de se sentir les mains plus libres pour opérer des écoutes téléphoniques, pour opérer des filatures? Ça dépend tout de suite de ce que vous entendez par privé. Je sais que j'ai une tutelle, c'est la justice. J'ai par ailleurs deux tutelles collaboratrices que j'ai qualifiées de armes. C'est la Sûreté nationale, d'une part, et de l'autre, le CED, le secrétariat d'État à la défense chargé de la gendarmerie. Oui, mais je dis, il n'y a pas, c'est pas possible. Vous ne pouvez poser de tels actes en dehors des cadres juridiques. Quels sont les garde-fous qui nous indiquent que vous allez opérer à l'intérieur de ce cadre juridique? Les garde-fous, c'est d'abord quoi? Ça part de notre propre existence.
Nous existons à partir de la loi 90 du 10 août 1990. Mais encore, qui organisant la profession, c'est le ministère de la Justice. Et le contrôle c'est la Sûreté nationale. Ce contrôle est bel et bien effectif. Comment il s'opère? Il s'opère naturellement, je vous dirais d'ailleurs, il nous est strictement interdit de mettre à la disposition des civils le matériel dont nous disposons. Ça, c'est pour la théorie. Oui, maintenant dans la pratique. En pratique, c'est vrai. En pratique. Et vous avez le ministère de la Justice en son sein pour contrôler ses auxiliaires à toute une direction des professions judiciaires dont nous faisons partie. On ne peut pas parler de manque de contrôle. Encore que là, lorsqu'il s'agit même des professions judiciaires, on parlerait du judiciaire, notaire et tout ça. Mais là, j'ai voulu dans un domaine extrêmement sensible. Extrêmement sensible. D'où la nécessité, j'espère qu'on aura le temps d'en parler, d'où la nécessité de prendre un certain nombre de précautions qui ont déjà commencé à être prises depuis notre existence. Je reviens un petit peu en arrière pour vous reposer deux questions. La première, je crois vous l'avoir déjà posée, comment la police camerounaise vous a accueilli? Est-ce qu'on ne vous perçoit un petit peu comme un intrus? Monsieur Alain, je m'en voudrais de ne pas vous souligner ici, vous le déclarez solennellement. Si vous accédez dans mon cabinet, vous verrez derrière moi, à côté de l'effigie du chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, le diplôme qui m'a été décerné par la délégation générale à la Sûreté nationale à travers le directeur de la police judiciaire. Ça, c'est pour les hauts responsables de la police. Ah mais oui, maintenant, ça, à un niveau un petit moins élevé. Et la mention, c'est très onéreuse, entre parenthèses, très bien. Et un petit peu plus bas, à un échelon un petit peu plus bas, est-ce que les policiers qui sont sur le terrain, là vous parlez de la haute hiérarchie de la police, est-ce que les policiers qui sont sur le terrain ne vous regardent pas un petit peu comme quelqu'un? Les policiers ou les gendarmes camerounais sont incapables de travailler. Cela suppose quoi? Cela suppose qu'il y a nécessité et matière à impliquer davantage le contribuable camerounais afin qu'il puisse doter ces éléments de police et de gendarmerie des moyens adéquats, que ce soit sur le plan humain, que ce soit sur le plan intellectuel, que ce soit sur le plan matériel. Parce qu'il se pose plutôt à l'un. Vous semblez poser cette question. Je me résume en d'autres termes. Il se pose un problème d'inadéquation entre les besoins réels existants en matière de criminalité et, par ailleurs, la formation et l'acquisition du matériel. D'où la nécessité pour la société civile de s'impliquer davantage que de rester en dehors et de continuer à critiquer. Pourquoi ne lancerons-nous pas? D'ailleurs, on reviendrait là-dessus, c'est l'une de mes ambitions, projeter la conception et l'organisation d'un téléthon à la camerounaise qui permettra à ce qu'on accède à des fonds et visant à acheter les équipements et matériels et pourquoi pas à former un certain nombre des cadres de la Sûreté nationale et de la gendarmerie. Conclusion logique, monsieur le directeur général, si vous n'aviez pas existé, il aurait fallu urgemment vous créer. Non, si je n'avais pas existé, on ne me créerait pas. Me créer pourquoi? J'existe. Sinon la police... J'ai toujours existé avant que je ne sois là et j'existerai après que je ne sois là. Je ne sois plus là. Pour une raison toute simple. Si aujourd'hui je suis expert dans ce domaine et je suis camerounais, par ailleurs il y a des experts en criminalistique qui ne sont pas camerounais et qui sont prêts à coopérer pour peu que les bonnes volontés s'expriment. Et c'est le cas là maintenant. Depuis un certain nombre de décennies dans notre pays, vous voudrez m'excuser qu'il ait été possible pour un civil qualifié à une certaine époque de mouche, de parler et de s'exprimer librement s'agissant d'un domaine aussi sensible dans notre pays? Alors je vous retourne la question, est-ce que cela aurait-il été possible? Alors répondez. La réponse, c'est non. Nous allons la voir non. À travers ceux qui nous regardent ce soir. Mesdames, Messieurs, un petit tour dans l'actualité de la semaine pour évoquer le retour hier à Yaoundé du président de la République après un séjour à l'étranger. Un séjour au cours duquel le président Paul Biya a pris part au sommet
consacré au 60e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies à New York. Joseph Lé, Joseph Clément Ogba, Charles Ndongo. C'est peu après 16 heures que le jet ayant à son bord le président de la République, son épouse Mme Chantal Biya, ainsi que quelques membres du gouvernement, a atterri à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Parmi les personnalités venues souhaiter la bienvenue au chef de l'État, le Premier ministre chef du gouvernement, Ephrem Inoni, et le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Jean-Marie Atangana Mabala. Présence significative également de Joseph Charles Doumbia, secrétaire général du comité central du RDPC, et des hauts responsables chargés de la sécurité intérieure et extérieure, ou encore de l'administration dans la province du Centre et la ville de Yaoundé. Pendant que le chef de l'État accordait des audiences plus ou moins brèves à quelques-unes de ces personnalités, Mme Chantal Biya prenait de son côté des nouvelles du pays à travers une conversation avec les épouses des proches collaborateurs du président, venues elles aussi dire bon retour au couple présidentiel. Je rappelle que le chef de l'État, qui regagne Yaoundé ce 1er octobre, jour fort symbolique dans l'évolution de l'État au Cameroun, le chef de l'État revient ainsi de New York, au siège des Nations Unies, où il a pris part aux cérémonies marquant l'an 60 de l'ONU. C'est alors, au rythme des tambours et tam-tams, des militants et sympathisants du RDPC, venus des environs de Simalène et des villages voisins de la Mofou et Afamba, que le cortège présidentiel a pris la direction du Palais de l'Unité. Fabuleux carnet de voyage pour le chef de l'État et son épouse, Mme Chantal Biya à New York. Le président de la République réédite ainsi une visite effectuée il y a 5 ans aux Nations Unies lors du sommet du millénaire. Sommet inédit marqué par l'adoption doublée du lancement des objectifs du millénaire pour le développement. Le sommet 2005 des Nations Unies constituait ainsi un moment idoine pour une première évaluation des OMD. En arrivant à New York, le président Biya a ainsi tenu à être le témoin privilégié de ces instants. Et dans cette évaluation, on peut citer la présence significative de la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, dont on connaît la fibre sociale. Aussi honore-t-elle, en compagnie de 40 autres First Ladies, le rendez-vous fixé par Nan Annan, épouse du secrétaire général des Nations Unies. Une réunion d'information organisée avec l'UNICEF pour éplucher les 8 objectifs du millénaire pour le développement. Quant au président de la République, son agenda fort chargé avait inscrit en lettres d'or son intervention à la tribune de la 60e Assemblée générale des Nations Unies. Le Cameroun, pour sa part, demeure solidaire de la position de l'Union africaine. Il va de soi que, quelle que soit la solution retenue, les pays qui aspirent à la qualité de membres permanents du Conseil de sécurité devront avoir manifesté une ferme adhésion aux principes et aux décisions des Nations Unies et des organes qui en dépendent. Si Paul Biya aura ainsi marqué son empreinte à cette volonté des dirigeants du monde d'imprimer un nouveau cours à l'histoire, il rencontre au cours de son séjour new-yorkais le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Kofi Annan. Une fois encore, le président Biya affiche sa détermination de voir démêler définitivement les chevaux du dossier Bakassi. Troisième préoccupation majeure du chef de l'État aux États-Unis, la rencontre avec les plus hautes instances du Fonds monétaire international. Audience avec Rodrigo de Rato, plénipotentiaire de cette institution. Audience assortie d'une déclaration riche en promesses pour le dossier Cameroun au conseil d'administration du FMI. Je pense que le programme de référence qu'on est en train de travailler avec le gouvernement est dans une évolution positive. Il y a certaines de questions qui doivent être améliorées et je vois une défi de réforme économique pour faire le Cameroun plus fort en croissance.
une croissance qui ne s'est pas seulement baisée dans le secteur pétrolier, mais je pense que le gouvernement et le président sont aussi de la même opinion. Je pense qu'on pourra travailler aussi avec le gouvernement du Cameroun dans un prochain programme et qui pourrait être discuté dans le conseil d'administration du fonds dans de prochains mois. Je pense que si on travaille à les rythmes qu'on a vus cette année, on pourrait parler de ça l'année prochaine. C'est important, je pense, pour le Cameroun. Les performances camerounaises sont donc encourageantes et l'embellie quant à l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE peut être entrevue. Au-delà de la participation à la 60e Assemblée générale de l'ONU, New York aura été, pour le chef de l'État, Mme Chantal Biya, une formidable occasion d'échange. À Manhattan, autour des 38 étages du siège de l'ONU, l'effervescence est une question d'échelle. 2 semaines après le sommet mondial 2005, elle est descendue d'un cran, mais le travail des experts continue. Ne le perdons pas de vue, les objectifs du millénaire et la réforme des Nations Unies, les 2 grands pôles de l'ordre du jour, ne sont pas réalisables du jour au lendemain. Et puis, par-delà le sommet qui a réuni 169 chefs d'État et de gouvernement, la 60e session de l'Assemblée générale des Nations Unies se poursuit ici jusqu'en décembre. L'essentiel, c'est la direction et le mouvement. Et de ce point de vue, le regard des experts et observateurs avertis est plutôt révélateur. Guido Schmidt-Traub et John MacArthur enseignent à Columbia University de New York. Ils ont été étroitement associés à l'élaboration des objectifs du millénaire. 5 ans après, à l'heure du premier rapport d'étape, ils mettent toujours en avant la responsabilité des pays industrialisés dans le nécessaire accroissement de l'aide publique au développement et la réduction, sinon l'annulation de la dette. Ils n'en soulignent pas moins le devoir de bonne gouvernance des pays pauvres. Il y a également les responsabilités du côté des gouvernements, assurer que les investissements arrivent au village et dans les villes où ils sont nécessités, que les services soient délivrés de manière transparente et efficace. Lui est une figure familière des Camerounais. 13 ans après son départ de la CRTV, Dieudonné Mangimbe Pigui jette toujours un regard aussi vif que juste sur le monde. Le fait d'avoir pu garder les objectifs de développement du millénaire inscrits à l'agenda international a été un succès. Beaucoup de gens ne savent sans doute pas que certains grands pays voulaient voir ces objectifs totalement éliminés des préoccupations de ce sommet. Mais grâce à la bonne diplomatie du secrétaire général, ces objectifs ont pu être remis à l'ordre du jour. Le fait est qu'un nouvel état d'esprit prévaut autour du rapport pays riches, pays pauvres, qui a trouvé dans ce sommet mondial 2005 une bonne illustration. On le devait déjà au terrible choc du 11 septembre 2001. On le doit plus encore aux drames immédiats, portés paradoxalement par les prénoms faussement doux de Katrina et Rita. Ne nous y trompons pas, ces images ont changé l'Amérique de fond en comble. Changé aussi le discours du président George W. Bush, que l'on a entendu parler de la solidarité avec les pauvres comme d'une exigence morale. Changé enfin, et c'est le principal, la place, le poids et la voix des pauvres aux Nations Unies. S'il n'est pas quantifiable, ce seul résultat est à bien des égards considérable. Monsieur Bonaventure Benenkouma, monsieur le directeur général du cabinet central d'études, de recherche et d'investigation, je ne pense pas vous apprendre quelque chose si je vous disais que une partie de ceux qui ont suivi le séminaire que vous avez organisé cette semaine à Yaoundé, une partie de ceux-là ont pensé qu'il s'agissait en réalité d'une vaste entreprise de recherche de marché auprès de la police du Cameroun. Qu'est-ce que vous leur répondez? Mais je ne serais pas surpris d'apprendre cela. Mais je leur dirais tout simplement que le chef de gouvernement de ce pays, sur instruction du président de la République, n'a rien à gagner à accueillir à bras ouverts une initiative comme celle-ci, si par ailleurs elle n'était que porteuse de velléités strictement individuelles. Vous allez pourtant vendre du matériel au service de police au Cameroun. Vous allez collaborer à titre onéreux avec ce service de police. Ce n'est pas ça qu'on appelle recherche de marché? Mais non, pas du tout.
Pas du tout. Je ne parlerai pas. Tout au long de ce séminaire, il ne s'est aucunement pas agi d'une action commerciale. Aucun produit n'a été exposé, jusqu'à preuve de contraire. Il s'agit d'abord, et puis vous ne saurez même pas Ça, vendre. c'est ce qui se passe sur la place publique. En termes de marché, Alain, vous ne saurez vendre sans avoir formé. Et vous ne saurez former, si vous êtes un bon formateur, sans avoir à instruire votre poulain en l'indiquant où est-ce qu'il peut accéder à l'équipement, au matériel, et qui s'adapte à votre environnement. Et la formation que vous avez dispensée, elle était gratuite? Si par ailleurs nous avons eu à le souligner, nous représentons des structures internationales dans ce domaine-là, mais nous n'agissons pas depuis le 28 en agent commercial. Et la formation que vous avez dispensée au cours de ce séminaire, elle était gratuite? Absolument gratuite. Absolument gratuite. Vous commencez par la philanthropie? Oui, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Le Camerounais aujourd'hui, certes, il est vrai, d'aucuns se comportent déjà comme si la terre s'était déjà retournée. Je n'ai jamais fait partie de cela. L'époque des belles roses, pour certains, semble s'estomper. Mais moi, je leur dis, ils se trompent. C'est le moment de construire et de bâtir ce pays en parachevant l'œuvre ô combien immense qu'a initié en termes de processus le président de la République de ce pays. Alors, beaucoup vous présentent comme le simple représentant local d'une entreprise qui vend du matériel de police scientifique qui s'appelle le FOVEA. Quel type de collaboration vous entretenez avec cette entreprise? Oui, je vous dirais tout simplement que ceux-là ont déchanté le 28. Les imminences de la police et de la gendarmerie, de la douane et autres qui ont fait ce déplacement, en leur sang, caché sous leurs ailes, cette image-là. Ils ont essayé d'imager et d'imaginer une situation de cette nature. Ils ont déchanté en pleine séance, en plein coup. Alors, quel est le type de collaboration que vous entretenez? La collaboration est toute simple, elle est sereine. D'abord à travers FOVEA, nous acquérons, pour le plus grand bien de notre pays, de tout le peuple camerounais, au-delà même des forces de police et de gendarmerie, les équipements adéquats à des prix adaptés aux pays pauvres, très endettés comme le nôtre. Et en même temps, FOVEA nous a associés à des réflexions scientifiques. Ça voudrait dire quoi? Je vous dirais aujourd'hui, nous avons des preuves. On a mis, à défaut d'acheter, je viens de mettre avec mes collaborateurs sur pied, par exemple, un appât qui permette à ce qu'on prélève facilement des empreintes digitales, les traces capillaires, par exemple, à partir de la cire des abeilles. Je vous citerai en travers des matériaux locaux, beaucoup de matériaux locaux, nous sommes en train d'effectuer là des recherches. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que tout le contraire. Parler de l'argent des marchés à gagner, c'est tout le contraire. Puisque nous n'avons pas suffisamment de moyens. Au lieu d'acquérir des équipements et des matériaux qui sont suffisamment onéreux ailleurs, auprès de certaines sociétés que je ne citerai pas le nom, vous avez FOVEA qui a, par exemple, son PDG est 3 fois ingénieur en génie-ingénierie. C'est quelqu'un qui a coopéré, par exemple, avec pour fabriquer le matériel tel que vous voyez des cas où, sans publicité, le commandant Cousteau, lorsqu'il allait en mer, il vous souvient, vous avez ces documentaires-là où, de temps en temps, il faut fabriquer un outil visant à permettre cet expert-là à obtenir un résultat précis. Et c'est ça FOVEA. Et c'est la raison laquelle, à travers FOVEA, nous allons bâtir toute une autre police au travers des méthodes strictement criminalistiques. Très bien. La police scientifique, qui font désormais partie intégrante de nos forces de police. La police scientifique que vous proposez, pour la faire, il faut un certain type de matériel. Vous dispensez des formations. Est-ce que vous ne dites pas quelque part, en dispensant ces formations, que le matériel qu'il faudra pour accéder à la police scientifique, on peut le trouver à FOVEA? Oui, bon, ben, de toutes les façons, le matériel ne se trouve pas qu'à FOVEA. Et aucunement le séminaire ne visait des financiers, le ministère... Il visait quand même quelques décideurs.
Non, mais si ça vise quelques décideurs, ces décideurs-là ont la latitude, ils ont une panoplie de produits devant eux à choisir. Et nous ne visons pas en formant. Le message, c'est d'abord lequel? Le message, je vous ai dit au début, Alain, c'est de dire la société civile désormais, mieux que par le passé. À la limite, c'est vrai. Peut apporter sa contribution oui, certes, au travail de la police. Elle était limitée à un certain moment, à quelques nuances près, à dénoncer l'action gouvernementale, à nous faire inscrire dans des sommités critiquantes sur le plan international, mais en oubliant qu'elle fait partie intégrante de cette nation. Mais moi, j'ai dit, à travers cette action, j'ai dit le contraire. J'ai dit, je l'ai souligné dès le départ, contribuons. Maintenant, si nous ne sommes pas intéressés, si nous ne sommes pas intégrés, dénonçons-en ce qui n'intègre pas la nouvelle donne. Alors, il y a dans votre sillage le service français de coopération technique internationale de police. C'est-à-dire qu'il y a vous, qui entrez dans le travail de la police. Il y a un service étranger qui entre dans le travail de la police. On aurait pu croire que la sécurité était un domaine de souveraineté. Qui va définir la frontière entre votre collaboration avec ce service français de coopération technique internationale de police et le contre-espionnage ou l'espionnage? Oui, je vous dirais, Alain, si par ailleurs je suis appelé à contribuer pour le profit de mon pays, qu'est le Cameroun, dans ce domaine, il n'en demeure pas moins que je fais partie, je suis membre de la communauté internationale de police. Et par ailleurs, vous l'avez si bien souligné, vous l'avez si bien dit, je suis le représentant des groupements FOVEA, Etna et autres, j'en passe, dans la CEAC. C'est-à-dire que ça ne se limite pas dans le cadre des pays de la CEMAC, c'est-à-dire RDC, Angola et le Burundi. Ça voudrait dire que désormais, si un de ces pays allait à commander ce matériel, ces équipements-là, près des différents groupements liés à FOVEA et Etna et autres, j'en passe, il se devrait de s'adresser à votre modeste frère qu'est Beno Nkuma et qui fait partie intégrante de la société civile camerounaise. En d'autres termes, Alain, laissez-moi terminer, cela honore d'abord la société civile camerounaise, laquelle j'invite maintenant à s'associer à cette action pour qu'on puisse ensemble cotiser. Alors qu'est-ce que vous voulez nous dire là? Vous voulez nous dire que la sécurité a cessé d'être un domaine de souveraineté? La sécurité demeure un domaine de souveraineté, je vous l'ai dit par ailleurs. Lorsque je parle de la société civile, c'est pour une raison toute simple. Lorsque le contribuable verse son argent pour habiller le policier, pour qu'on lui paye les salaires, on achète ses armes et les munitions, il faut que cette même société civile, à travers les contribuables, puisse cotiser pour qu'on lui achète des équipements et matériels et qu'on lui envoie en formation encore beaucoup mieux que le budget qui leur est alloué à travers cette contribution par versement des obligations, paiement des obligations. Et je dirais même, par ailleurs, Alain, c'est une chance pour nous de s'arrimer ainsi. Parce que je vous ai pris l'exemple français où vous avez des civils dans cette machine. Et ce n'était pas facile dans nos milieux. Et je comprends votre réserve. Mais je dis ici désormais, les barrières sont levées. Les bras sont ouverts. Je le répète, chacun en sa manière. Là où je suis là, je ne vis aucune pression. Je ne suis gêné par personne. Plutôt, et tout au contraire, un boulevard s'ouvre devant vous. C'est un véritable boulevard. Mais il n'est pas dit que si on rentre dans un boulevard et qu'on engage une vitesse excessive et que l'on dérape, puisqu'on a eu l'éclatement de pneus, et qu'on dise que c'est parce qu'il y a eu boulevard que vous êtes décédé. Non. Séjour très remarqué à Yaoundé cette semaine de Tchèque Modibo Diarra, astrophysicien d'origine malienne, travaillant à la NASA aux États-Unis.
au nombre des activités entreprises au cours de ces séjours, une conférence de presse dans les studios de la CRTV au centre de production de Mbala 2 à Yaoundé. Claire Ndjiké. Cheikh Modibo Diarra, sommité mondial, il a fait ses preuves à la NASA, National Aeronautics and Space Administration, et formel l'enseignement des sciences comme condition du développement durable en Afrique. Si l'on considère que la ressource humaine est la locomotive du développement, n'est-ce pas? Le moteur de cette locomotive, c'est justement la science et la technologie. Parce que ce sont la science et la technologie qui permettent de créer des richesses, qui permettent de transformer les ressources naturelles dont nous disposons et de créer des richesses. C'est pour ça, si on veut se développer et créer des richesses, il faut absolument qu'on procède très rapidement, stratégiquement à un transfert de connaissances, du savoir et du savoir-faire dans le domaine des sciences. Le scientifique, optimiste quant à l'avenir de l'Afrique, se réjouit et cible précisément cette jeunesse africaine, fraction la plus importante de la population, sur laquelle nécessité se fait d'investir. Création d'infrastructures robustes et puis surtout s'organiser selon le concept de l'excellence. Il s'agit de s'investir à fond dans son domaine de prédilection. Cheikh Modibo Diarra a un rêve, celui de voir consacrer le 21e siècle comme celui de l'Afrique. Alors, il propose. De façon immédiate, essayons de créer un espace de partenariat entre les universités, le milieu des affaires et les États. Faisons-nous des facilités les uns aux autres parce que nous avons le même objectif qui est de développer ce pays. Il y a des choses que le privé peut faire à certains moments que les États ne peuvent pas faire parce qu'ils sont assujettis à des contraintes internationales qui s'appellent ajustement structurel et autres. Mais que les entrepreneurs pourraient faire. Il y a des choses que les entrepreneurs ne peuvent pas faire, que les étudiants peuvent, la communauté académique peut faire. Il y a des choses que ni la communauté académique, ni les entrepreneurs ne peuvent faire, que l'État peut faire. Par exemple, créer, comment dirais-je, un environnement conducif, n'est-ce pas, au développement économique. Alors donc, si on prenait, et d'ailleurs, il ne s'agit pas d'aller loin, hein, on peut faire du benchmarking en regardant simplement le modèle malaisien qui s'adapte très bien à nos pays. Tout un vaste programme qui, pour aboutir, demande une certaine volonté politique. Monsieur Bonaventure Bene Nkouma, monsieur le directeur général du cabinet central d'études, de recherche et d'investigation, parlez-nous un petit peu de l'expertise de votre cabinet. Qu'est-ce que vous apportez comme garantie que vous êtes expert dans ce domaine et que la police a intérêt à collaborer avec vous? L'habit ne fait pas le moine. Je crois que c'est toute la société civile qui est honorée et qui venait d'être encore honorée le 28, mieux que par le passé. Une raison simple. Vous avez au courant de nos exposés le procureur de la République de la Place qui se lève un moment après et qui s'adresse à l'auditoire. Nous vous confirmons avec plaisir, c'est le lieu de le souligner, que nous avons testé les capacités intellectuelles et matérielles que nous voulons vous confirmer ici de visu à partir de ce cabinet. Cela voudrait dire en d'autres termes la tutelle que le ministère de la Justice par ce procureur de la République en poste sur la place de Yaoundé confirme que ce cabinet a raison d'être et elle dispose les moyens et elle a les mérites au travers les résultats pour ne parler que de si peu des dossiers qu'ils aient eu à mettre à notre disposition et que nous avons traités avec délicatesse, véhémence et beaucoup d'attention. Le procureur de la République qui parlait, il parlait en son nom propre ou il parlait parce qu'il était mandaté par le ministère de la Justice? Mais Alain, cessons de dire mandaté par... Vous avez les Camerounais ne peuvent même pas s'exprimer. Ah, le président de la République venait de dire ceci. Le Premier ministre venait de dire cela. Mais qu'on apprenne à engager nos propres personnes.
tout en respectant et en sachant que nous incarnons quelque chose à partir de nos tutelles différentes. Vous ne saurez me dire, vous ne saurez ni en disconvenir ici que les questions que vous me posez là, ce n'est pas le directeur général de la CRTV que vous les a édictées. Vous avez le libre arbitre et c'est même ça l'exercer, c'est faire exercer ces libertés fondamentales. Mais est-ce que la caution de l'État n'est pas importante lorsqu'on exerce le type d'activité? Vous continuez à parler de caution, monsieur Alain. Cessons de parler de caution. Parlons désormais d'onction. Lorsqu'on est dans un pays réellement démocratique, l'État donne l'onction. C'est-à-dire que dès que vous prenez l'initiative et que ça rentre en droite ligne des préoccupations gouvernementales, vous recevez une onction. Mais c'est ça qui bloque ce pays parce que nous n'avons pas le sens d'initiative. On veut tout le temps se référer à X, on veut se référer à Y. Je reviens encore sur la même interrogation. Alain, est-ce le DG, Ses Éminences, M. Van Moulke, qui vous a édicté des questions que vous me posez là tout de suite? J'ai dit non. Mais là, ça voudrait dire que vous avez le sens. Vous caressez au sens du poil la véritable liberté et puis vous réalisez parce que vous êtes convaincu de posséder cette valeur intrinsèque qui vous permet d'exercer et de mener à bien les prérogatives dévolues dans vos fonctions. Très bien. Alors maintenant, comment vous collaborez au quotidien avec la police traditionnelle? Comment ça se passe? Ça se passe très bien. Je suis 24 heures sur 24 heures quel type de collaboration à leur disposition. À tout moment, le directeur de la police judiciaire ou des services sœurs ou des services du secrétaire d'État à la gendarmerie peuvent me requérir. De la même façon, je suis à la disposition 24 heures sur 24, 365 jusqu'à 365, à la disposition de la tutelle. Juge instructeur. Concrètement, monsieur le directeur général. Mais l'avantage ici, c'est quoi? C'est que je suis à la disposition de tous les tribunaux du pays. En dehors du séminaire que vous avez organisé cette semaine, comment est organisée la collaboration? Qu'est-ce qu'on vous demande au quotidien, exactement? Au quotidien. Concrètement. Au quotidien, c'est vrai, je ne vais pas tout citer ici. Je vous prends des exemples. Nous avons des cas d'expertise. Les faux documents, les fausses signatures, les faux chèques. Oui, vous avez le cas des fausses cartes d'identité. Vous avez le cas de l'analyse de sang, dans certains cas de viol. Maintenant qu'on parle s'agissant du sida, il faut pouvoir diagnostiquer au plus vite si le violeur était porteur du VIH et si le violé était porteur du VIH, ou sinon le contraire. Toute chose qui était impossible jusqu'à présent. Évidemment. Il s'agit de confondre les gouttes, des gouttes de sang prélevées sur un lieu de crime, histoire de ramener facilement les faits aux individus. Il s'agit par exemple de prélever les cheveux en prévision de poser un diagnostic clinique sur le plan biologique et qui soit celui-là, c'est-à-dire plus accru, en procédant à des scellés, en isolant, pour poser des analyses liées au décryptage des acides dextroribonucléiques, et j'en passe. Et aussi, la loi 90 stipule que je ne suis pas pour amener le fait à ma personne en tant qu'expert dans ce domaine, implicitement expert judiciaire, je n'ai pas droit, une fois requis par un citoyen, c'est-à-dire au-delà même des services subvisés, les simples citoyens doivent recourir à l'expertise de cette structure, de ce cabinet qu'est le CCRI. Et nous n'avons pas, ce cabinet n'a pas droit, son directeur, de refuser d'effectuer ou de poser un diagnostic quelconque, si jamais celui qui nous a requis remplit, ou tout au moins a rempli les conditions. Nous avons l'obligation de procéder à l'analyse, d'effectuer le travail, de procéder aux recherches et de donner le résultat. 44e anniversaire de la réunification du Cameroun. On s'est souvenu hier de la date du 1er octobre 1961. C'est l'occasion de vous proposer cette réflexion de Christophe Ndassi sur la cohabitation entre les communautés francophones et anglophones du Cameroun. Les raisons de cette concentration sont multiples.
Dès que tu quittes peut-être Boyalimbe, tu viens à Yaoundé, tu cherches à savoir d'abord où tes frères, tes amis sont. Bon, si tes amis sont à Obili, tu dis que moi aussi je vais chercher la maison à Obili. Parce que en venant, tu ne savais pas qu'il y a beaucoup d'anglophones là-bas. Mais dès que tes amis, 1, 2 sont là-bas, toi aussi tu viens, tu dis qu'on t'encadre d'abord. Et tu commences à chercher la maison là où les autres sont. Obili, c'est le carrefour qu'il a beaucoup d'anglo là-bas. Beaucoup d'anglophones là-bas. La plupart des anglophones qui vivent ici sont de conditions modestes. Le loyer est abordable, la proximité du centre universitaire et des établissements scolaires semble guider le choix de certains. J'ai choisi Mélène puisqu'il y a beaucoup d'anglophones et il y a même des établissements anglophones ici là. Et c'est pour ça que j'aime trop le quartier. Étant donné que c'est les anciens étudiants qu'on a fréquentés ici, à l'université, donc Mélène, on garde toujours de bonnes mémoires de Mélène. Les nouveaux arrivants viennent avec leurs coutumes et cultures et les petits restaurants fleurissent un peu partout, avec pour principaux plats le hachou, avec la célèbre sauce jaune. Les anglophones semblent bien intégrés ici et ils vivent en parfaite harmonie avec les autres composantes de la population camerounaise. Non, moi je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Non, on vit en harmonie, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, on vit très bien avec eux. On se comporte très bien. Nos affaires, on se fait ensemble, ça marche bien. Ici, à Obili, la réunification n'est pas un vain mot. Les problèmes que rencontrent les anglophones sont les mêmes que ceux que vivent les autres Camerounais, la crise économique et la cherté de la vie. Monsieur le directeur général du cabinet central d'études, de recherche et d'investigation, vous nous apportez maintenant la police scientifique. En quoi est-ce que nos vies seront améliorées avec cet apport? Oui, je vous dirais que le président de la République, par son le chef du gouvernement, vous apporte non pas ma personne. Je n'existerai pas. Sans cette réelle volonté politique, je n'existerai pas. Ou tout au moins, je n'existerai plus. Il vous apporte le libre arbitre d'exercer fondamentalement et de jouir implicitement de vos droits fondamentaux, de vos fonctions, et s'épanouir, d'émerger, chacun à sa manière, mais alors sainement. Je m'en voudrais de ne pas souligner ici, puisque nous avons été reçus avant-hier par le Premier ministre. Il m'a reçu, accompagné de cette délégation. Mais pour des raisons protocolaires, nous n'avons pas voulu être assistés par les médias que vous représentez. Mais il s'est agi de quoi? Je vais vous l'annoncer. Le chef du gouvernement vient de donner son accord pour qu'il soit installé dans notre pays, c'est-à-dire pour une première fois en Afrique noire, une succursale, non pas à construire à 100% par le Cameroun, mais une succursale du Conservatoire national des arts et métiers. Je dis, en Afrique noire, aucune n'existe. Je reviens à ma question, monsieur le directeur général. Qu'est-ce que vous allez changer dans nos vies? Nous allons changer beaucoup de choses. Avec la police scientifique. La police scientifique, désormais, l'impunité, adieu l'impunité. Je vous le dis, il fallait assister à ce séminaire. Il fallait assister. Le criminel, qu'il soit en col blanc ou pas, qu'il fasse partie de la basse pègre ou de la haute pègre, ne passera plus inaperçu dans notre pays. Grâce à la police scientifique. Grâce à la police scientifique et plus spécifiquement de la criminalistique. Est-ce que la police scientifique est appelée à se substituer carrément, à prendre la place carrément des méthodes traditionnelles d'investigation? Il est évident qu'elle ne se substitue pas, elle ne prend pas la place. Il est clair qu'au demeurant, les méthodes d'investigation dites traditionnelles sont défuntes. Dès lors qu'on a fait passer le nouveau code de procédure pénale, elles n'ont plus raison d'être. Monsieur Alain. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut
recycler l'ensemble du personnel de la police, de la gendarmerie, des douanes et tout le reste. Il faut recycler tout le monde, renvoyer tout le monde à l'école pour se mettre à l'heure de la police scientifique. Il est question non pas du recyclage, parce que la matière existe. Si elle n'existe pas, c'est plus spécifiquement sur le volet criminalistique de la police scientifique. Mais par ailleurs, grosso modo, sur le plan police scientifique, la matière est là. Il y a des personnes formées. À la direction de la police judiciaire, il est clair qu'existe une sous-direction chargée de la police scientifique et technique qui, malheureusement, faute de moyens adéquats aujourd'hui, est limitée à la fabrication de la carte nationale d'identité et à procéder à des analyses beaucoup plus primaires dans le relevant du domaine de la police scientifique et technique. D'où la lancinante interrogation que, j'espère, nous apportons désormais la réponse. Il est s'agissant de l'inadéquation formation, acquisition matérielle et pauvreté. C'est de ça qu'il est question. La police, beaucoup le pensent, a des défis bien plus simples et bien plus impératifs aujourd'hui. Par exemple, celui d'opérer sa propre révolution à l'intérieur, c'est-à-dire se réconcilier véritablement avec les populations. Est-ce que vous mettez ce défi après celui d'accéder à la police scientifique? Je ne sais pas. En termes de priorité, je crois que je ne suis pas la personne indiquée, mais je m'en vais répondre, puisque je suis citoyen et je jouis du libre arbitre d'émettre un avis. Bon, je vous dis, il n'y a point de priorité à la sûreté nationale ou à la gendarmerie nationale quant à ce qui concerne la lutte contre la grande criminalité. Il est question d'apporter beaucoup plus de moyens, que ce soit sur le plan des hommes, sur le plan intellectuel, sur le plan matériel et équipementiel. Ceci revient à dire que dès lors que le caractère qui singularise l'État camerounais est adopté telle attitude de nature à envisager l'éradication de ce phénomène, nous devons tout simplement nous arrimer, mais alors sereinement, en évitant de procéder ou d'adopter une attitude énergétiquement disparate. Mais c'est cela qui devrait donc définir une politique, environnementalement parlant, des structures dont ils sont appelés à canaliser. Grand show cette semaine à AES Sonnel. La Sonnel était de sortie à l'occasion d'une manifestation baptisée Business Day. Ça se déroulait à l'hôtel Hilton à Yaoundé et c'était sous le regard de Serge Atangana-Bissot. Une foule compacte sur le seuil du bureau d'enregistrement des candidatures. Une foule dans laquelle Patrick Vondo déploie son mètre 80. 29 ans, Patrick a bravé les kilomètres pour venir tenter sa chance aux portes de AES Sonnel. Je suis parti de Douala hier nuit et je suis arrivé ici. Bon, il a fallu que je sorte Hilton ce matin à 7 h, d'après ce que j'ai lu dans un journal que je ne nommerai pas. Et je suis là. Pour l'instant, tout se passe bien. Ils ont pu admettre tant ceux qui avaient des invitations que ceux qui, comme moi, n'en avaient pas. Parce qu'il faut l'avouer, je n'en avais pas. Et je crois que pour la suite, ça pourrait augurer quelque chose de bien. Patrick croit d'autant plus en ses chances qu'il est major de la promotion 2005 en DESS juriste conseil d'entreprise à l'université de Douala. Une assurance que ne partage pas Philippe, jeune ingénieur polytechnicien qui, sans douter de son potentiel, semble plutôt angoissé par rapport à l'affluence. J'ai envoyé mon CV par Internet il y a environ une semaine et j'ai répondu à l'invitation d'AES Sonnel. Et nous sommes là aujourd'hui, on est un peu inquiets à cause du nombre de candidats qu'il y a, mais on espère que ça va marcher quand même. La Sonnel veut miser sur l'intelligence nationale et puis un recrutement comme celui-ci semble être parti sur des bases d'objectivité. Par contre, on sait trop bien comment ça se passe dans d'autres entreprises chez nous. Si la Sonnel veut miser sur la méritocratie, essayons sur cette base-là. Déjà 1300 dossiers enregistrés, hormis la majorité de ceux qui ont fait le déplacement de ce Business Day.
AES Sonel a ouvert un plan de recrutement entamé avec l'intégration il y a peu de 17 cadres au cours d'un précédent Business Day tenu à Paris en France. Car la production, le transport et la distribution de l'électricité nécessitent que l'on communique via des ateliers et requièrent apparemment du sang neuf et plus frais. On cible un effectif d'à peu près 250 de recrutement. Mais ce n'est pas 250 de recrutement tout de suite. Donc on va commencer par servir les directions les plus en besoin, hein, notamment la distribution, la production. Hein. Vous avez vu les centrales et tous les travaux qu'il y a, les projets. Donc on va servir prioritairement cette unité-là. On va également continuer avec l'informatique. Comme la salle a une capacité d'accueil limitée, on a dû faire un tri pour qu'il n'y ait pas d'affluence anormale dans la salle, pour que on puisse travailler dans de bonnes conditions. Mais sinon, je peux vous donner l'assurance que nous avons la volonté que cette opération se passe dans la plus grande transparence. Le directeur des ressources humaines essaie ainsi d'apaiser une autre inquiétude née du fait que certains candidats ayant déposé leur dossier n'ont pas retrouvé leur nom sur les premières listes d'enregistrement. Mais au lieu de tout de suite y sentir le coup fourré, il s'agit maintenant d'attendre les sélections définitives, puis les entretiens vérités devant les managers AES Sonel, avant de laisser baisser la tension. Et d'ici là, ambiance électrique plus que garantie. Monsieur Bonaventure Benin-Nkouma, monsieur le directeur général du cabinet central d'études, de recherche et d'investigation, 2 ou 3 questions pour terminer sur vous-même. Est-ce que vous êtes un policier? Je suis une arme. Je ne suis pas policier, je suis une arme, monsieur. Quel contact avez-vous avec la police? Le contact que j'ai avec la police, c'est le contact d'une arme à un policier. À l'utilisateur. Alors, vous avez le policier et vous avez une arme. Quelle est la garantie de crédibilité que vous donnez personnellement? La crédibilité de votre initiative de collaboration entre la société civile et la police? La garantie est toute simple, parce qu'elle est déjà là. La garantie n'est pas donnée par moi. Je vous ai dit au départ, je ne changerai pas d'avis. Je ne ferai pas et je ne fais pas dans la prétention. Oui. C'est quoi votre parcours? Vous avez été où avant d'arriver au cabinet central d'études, de recherche et d'investigation? Mais Alain, j'ai été de partout dans le monde. Et je vous dirai, pour vous et pour les citoyens, nous faisons plus dans la diffamation dans notre pays parce que nous l'aimons suffisamment, tout en demeurant complexé. Je suis cet homme-là qui est passé par la licence en criminologie, les cycles d'expertise, qui est passé par l'École internationale de garde du corps et qui est passé par l'Institut international de relations publiques, sans publicité, 9 rue Bruxelles 1000, où j'ai fait communication et marketing, qui est passé par l'UNISA, l'Université sud-africaine, option brevet d'art de police, qui est passé par une école de tir et de criminologie en République sud-africaine, avec des mentions très très bien, et qui est revenu, qui a été formé par la Sûreté nationale au Cameroun, au sein de la direction de la police judiciaire, qui est sorti avec un diplôme mention très bien, décerné par cette institution supérieure de police, et qui, par ailleurs, est un informaticien chevronné, parmi les tout premiers Camerounais à avoir frôlé l'outil informatique avant l'arrivée des nouveaux ordinateurs. Voilà. Et par ailleurs, il faut le savoir, je suis admis au Centre national de la recherche et de la documentation. Je suis un ancien professeur à la division judiciaire à l'ENAM. Oui, et j'en passe. Voilà, il fallait le savoir, comme vous l'avez dit vous-même. Mesdames, Messieurs, Actualité Hebdo ce soir, c'était M. Bonaventure Benin-Nkouma, directeur supérieur en police technique et scientifique. Merci, Monsieur le Directeur Général. Merci, Mesdames, Messieurs, pour votre très aimable attention. Passez une bonne soirée de dimanche. Bonne semaine et à dimanche.